Invité de preuve par trois, François Rebsamen, le président du groupe des sénateurs socialistes et un proche de François Hollande. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Karine Perret de l'agence France Presse, notre partenaire avec Dailymotion, et Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindront tout à l'heure au cours de cette émission, bien sûr, qui abordera les difficultés de l'action gouvernementale soulignées, dit-on, par des parlementaires PS eux-mêmes. On verra si vous faites de même ce soir avec nous, François Rebsamen, au couac et flottement de l'exécutif sur les Roms, sur la pause fiscale, sur le travail le dimanche, répond une surenchère des attaques de la droite qui fait feu de tout bois, notamment sur les nouveaux rythmes scolaires. Tiens, à propos, ceux-ci sont entrés en vigueur dans votre ville de Dijon. Vous avez fait ce choix à la dernière rentrée. Est-ce que vous faites le même bilan désastreux que les parents d'élèves? Non, en tous les cas, pas à Dijon. Je ne peux pas généraliser, mais ce que je sais, c'est qu'à Dijon, la rentrée s'est bien passée. Elle s'est bien passée pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le gouvernement a remis des postes dans l'éducation nationale. Il faut le rappeler. C'est la première fois depuis 1985 qu'à Dijon, il y a des ouvertures de classes avec un nombre d'élèves qui augmente. Donc ça facilite bien sûr la rentrée. Et les rythmes? Et les rythmes, ils se sont mis en place et ça fonctionne bien. Nous venons d'en faire un bilan hier soir au conseil municipal de Dijon et nous avons constaté que dans toutes les écoles où ces rythmes ont été mis en place, ça se passe bien. Ah, vous faites mieux que partout ailleurs? Pourquoi alors, à Dijon? Non, mais peut-être ça se passe bien. Peut-être ça se passe bien ailleurs aussi. On entend Jean-François Copé, président de l'UMP, qui considère que cette réforme appliquée à la hâte, mais l'école à feu et à sang. Mais ça, c'est du Copé dans le texte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Jean-François Copé et le gouvernement de Nicolas Sarkozy ont décidé de revenir à la semaine de 4 jours, sans prévenir personne, on l'a appris par une dépêche AFP un matin, et qu'il a fallu que toutes les communes s'organisent pour faire ce qu'on appelle l'accueil de loisirs sans hébergement le mercredi matin, ça a coûté beaucoup d'argent aux communes. On ne s'est pas posé la question à ce moment-là. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un constat d'échec de cette loi de la semaine de 4 jours. Et ce qu'on veut mettre au cœur des choses, c'est l'élève. Et pour l'élève, le rythme scolaire, qui est prôné par les chronobiologistes, par tous ceux qui suivent cela, qui se constate d'ailleurs par un recul de plus en plus important depuis 6 ou 7 ans des capacités d'acquisition des connaissances fondamentales. Lire, écrire, compter, est dû à un rythme de surcharge des journées. Et donc, aujourd'hui, on dit qu'il y a un rythme de surcharge avec les activités périscolaires, notamment en maternelle. Ils ne sont pas plus fatigués à Dijon, là, les petits? Mais pourquoi il y aurait un risque de surcharge? Ils ont parce que nous, on a un programme éducatif territorial qui est en place depuis longtemps. On a préparé tout cela. Et dans ce temps qu'on appelle le temps périscolaire, c'est-à-dire après le temps de l'éducation nationale, ils ont des activités d'éveil, des activités ludiques encadrées par... Bon, tout se passe bien chez vous. Oui. Et sur le plan financier, ça se passe bien aussi pour votre commune? C'est pas trop lourd? Non, c'est pas trop lourd. D'abord, on est aidé par le fonds d'amorçage du gouvernement. Ensuite, on est aidé par les aides de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, qui abonde les aides du gouvernement quand il y a un vrai programme éducatif local, ce qui est notre cas. Vous avez vu, François Rebsamen, que beaucoup de vos collègues socialistes dans d'autres grandes villes ont préféré attendre. Je pense à Gérard Collomb à Lyon, à Martine Aubry à Lille. Ils ont été prudents ou réalistes? Peut-être la situation dans ces communes-là, moi je ne me permets pas de porter jugement. J'étais avec Gérard Collomb il y a quelques minutes. Il me demandait comment ça se passait à Dijon et je lui disais comment ça s'était passé. Vous l'avez encouragé à prendre le train en marche à la prochaine rentrée. Bien sûr. Qu'est-ce qui peut éviter au Parti socialiste un vote sanction aux prochaines municipales? Et là, on quitte la ville de Dijon. D'accord. On y reviendra. Oui, non, mais je ne parlais pas, je n'allais pas répondre Dijon à votre question. Qu'est-ce qui peut éviter un vote sanction? La qualité du travail est fournie par nos maires. J'irai même plus loin, vous voyez, pour la première fois, je vais le dire, par les maires en général. Les maires sont aujourd'hui appréciés, dans la majorité des cas, bien appréciés, très appréciés, par... Quelle que soit leur étiquette, vous voulez dire? Oui, je veux dire, en général, les maires, ceux de gauche gèrent mieux
Je vais le dire avec un sourire, tout le monde comprendra, bien sûr. Mais les maires, en général, font bien leur travail et sont appréciés. Je pense que ça se traduira quand même dans les élections municipales. Vous le pensez, ça sera un facteur de résistance pour les élus socialistes et sortants. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes parmi les... Vous le permettez, c'est un facteur de résistance, oui. Et la proximité de ces élus avec les habitants des villes est aussi un facteur de résistance à la montée des extrêmes. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes néanmoins parmi les élus locaux, parmi les parlementaires PS également. Ces derniers entendent améliorer le budget qui vient en discussion en faveur du pouvoir d'achat. Et certains, à la gauche du PS, vont même jusqu'à demander que l'on renonce à augmenter la TVA le 1er janvier prochain. Est-ce que vous soutenez cette idée? Non. Les décisions ont été prises, elles ont été votées d'ailleurs par ces mêmes parlementaires. Il faut maintenant qu'ils soient en conformité avec leur propre vote. Donc on n'est pas là dans le concours Lépine des propositions fiscales. La ligne du gouvernement est claire. Il faut redresser les comptes publics de la France. Faut-il rappeler... Et là, il faut aider la compétitivité des entreprises. Et justement... Si on paye plus de TVA à partir du 1er janvier, c'est pour financer le crédit impôt compétitivité des entreprises. Des entreprises. Et donc, la position est simple et en même temps difficile à tenir. Elle est simple à expliquer. Nous sommes sur une ligne de crête. La ligne de crête, c'est le chemin que nous devons suivre pour redresser les comptes de la France, pour préserver l'emploi et pour se préparer à la reprise de la croissance. De l'autre côté, il y a le versant de plus de rigueur, plus de rigueur, plus de rigueur. Ça amène à une politique d'austérité renforcée. Et de l'autre côté, il y a l'autre versant, c'est il faut relâcher l'effort, il faut redistribuer, et ça amène exactement au même résultat. Et la décision, la ligne voulue par François Hollande, c'est cette ligne au milieu qui permet, dans la justice, tout à la fois de redresser les comptes, progressivement, puisque vous savez... Mais moi, je vous renvoie toujours aux entreprises. Hein. Oui, c'est à la politique de l'offre. Les entreprises... c'est simple à expliquer, mais on a l'impression que c'est pas toujours simple à assumer. Oui, c'est pas facile à assumer. D'habitude, c'est vrai, ce que vous dites. C'est pas facile à assumer parce que la tradition veut que la gauche soit redistributrice. Or, il est clair aujourd'hui que quand on arrive au pouvoir, il faut que les parlementaires socialistes se le disent, quand on arrive au pouvoir après 10 ans de droite, c'est que la droite a profondément échoué et que l'état de notre pays ne nous permet pas de mener une politique de redistribution. Quand vous dites que ça n'est pas facile à assumer ce renoncement à cette politique de distribution en attendant de gens meilleurs. C'est pas un renoncement, c'est une nécessité aujourd'hui d'attendre. D'avoir une politique de l'offre, parce que notre appareil productif a été profondément détruit. Oui. 750 000 emplois industriels, oui, je dois le rappeler, depuis 10 ans. Mais quand vous dites c'est difficile à assumer... Donc une politique de relance aujourd'hui amènerait une austérité renforcée. Quand vous dites c'est difficile à assumer, pour le chef de l'État d'abord. Oui, pour la gauche, il faut l'expliquer. Il faut expliquer les choses. Il faut expliquer pourquoi on est obligé de mener cette politique, que les fruits de cette politique prennent du temps, parce qu'on veut préserver justement et l'emploi et la croissance qui revient. Et donc, pour faire cela, il faut attendre un peu. Bon. On ne répare pas, permettez-moi cette formule un peu lapidaire, on ne répare pas en 18 mois ce qui a été abîmé en 10 ans. Vous dites que ce n'est pas le concours Lépine sur le plan fiscal, mais quand même, il y a des propositions qui vont émaner, des parlementaires socialistes. Vous, peut-être, on attend des coups de pouce, ils sont annoncés. D'ailleurs, on dit que les parlementaires ont l'oreille de Bercy. Par exemple, est-ce qu'il faut renoncer à abaisser la TVA sur les produits de première nécessité pour augmenter, par exemple, la prime pour l'emploi? Qu'en dites-vous? C'est la marge de manœuvre que se gardent les parlementaires socialistes. Ils ont raison. Ils ont la possibilité de discuter du texte que présente le gouvernement à la marge, je dis bien à la marge. Et s'ils ont des propositions, et j'en doute pas, intelligentes à formuler, elles peuvent être prises. Alors vous dites qu'il faut assumer la politique qui est suivie, décidée par le chef de l'État. Un mot sur les retraites, puisqu'on a appris aujourd'hui que le document envoyé par la France à Bruxelles pour définir, comme il est prévu maintenant, sa stratégie de politique économique, reconnaît, c'est un document officiel de Paris, reconnaît que l'âge de départ à la retraite va faire un bond après l'allongement à 43 ans de la durée de cotisation. Donc l'âge légal reste officiellement à 62 ans, mais l'âge réel, en fait, pour partir avec une retraite à taux plein, eh bien, sera de 66 ans. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Pourquoi ne pas assumer à Paris ce que l'on dit à Bruxelles, François Rebsamen? Il ne faut pas mélanger, Michel Grossior, les choses. Le départ officiel de la possibilité de partir à la retraite est à 62 ans. Ouais, mais avec une pension liquide qui... J'y viens, nous avons décidé d'allonger progressivement, à partir de 2020, la durée de cotisation, qui passera de 41 années, annuités et demie, à 43 années, en 2030. En 2030, effectivement, si l'âge moyen d'entrer dans la vie active est de 23 ans, ceux qui auront cotisé 43 ans auront une retraite à taux plein à 66 ans en 2030.
Mais nous avons pris un certain nombre de mesures pour amodier cela. Et il faut le rappeler, la possibilité de prendre en compte la pénibilité des travaux, qui permet de racheter des trimestres. Pour les étudiants et pour les jeunes, il en est de même avec la possibilité de racheter des trimestres. Et donc, 66 ans, en 2030, ça sera le maximum. Quand on aura regardé ce qui a été fait pour la pénibilité et pour les jeunes rentrés plus tard dans la vie active, on s'apercevra que ça ne sera pas la généralité. Ça ne sera pas la généralité. On dit aujourd'hui qu'un Français sur deux pourra partir avant 62 ans. Le problème aujourd'hui essentiel, vous le savez d'ailleurs très bien, c'est pas l'âge à laquelle ils peuvent partir à la retraite, c'est la possibilité de travailler jusqu'à la retraite pour les personnes qui sont d'ailleurs les plus âgées dans l'entreprise, parce qu'elles perdent leur emploi bien souvent à 55 ans, 57 ans ou 58 ans. Est-ce que vous avez compris le flottement du gouvernement sur le travail le dimanche? On temporise parce que les ministres ne sont pas tous d'accord, et on se dit rendez-vous dans deux mois. Pourtant, le dossier, on le connaît, il faut trancher, il faut décider. La droite n'a pas pu le régler, vous le savez bien. Luc Châtel, que j'écoutais dernièrement, reconnaissait qu'il avait fait une loi qui n'était pas ce qu'il fallait faire. Donc il faut qu'on modifie cette loi. Donc il faut rappeler les principes. Le repos dominical reste un principe. Il faut rappeler quand même que près de 30% des salariés travaillent le dimanche dans les emplois de la sécurité, des transports, de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Beaucoup occasionnellement. Beaucoup occasionnellement, c'est vrai. Enfin, dans la sécurité, c'est quand même... Et dans la santé, c'est souvent quand même le dimanche. Et puis, il faut donner un peu de souplesse. Je pense que ce sera la proposition que fera M. Bailly, puisqu'il va faire des propositions d'ici 6 semaines. Ça va aller vite. Il faut de la souplesse, je pense, pour les zones touristiques. Oui. Il faut de la souplesse pour ces zones d'urbanisme commercial qui sont des zones absolument exceptionnelles dans un certain nombre de villes. Oui. Voilà les qualités de la souplesse qu'il faut avoir. Mais il faut toujours avoir un souci de préserver les salariés, l'emploi salarié. Est-ce que vous me permettez encore 2 secondes de remarque? Là où ça a été libéralisé totalement, parce que j'ai regardé cela, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, où la libéralisation a été totale du travail du dimanche, ça a été une destruction d'emplois massifs dans le petit commerce. Donc nous, on ne veut pas de cela. D'accord. Un député socialiste dénonce les ministres qui se comportent, dit-il, en enfants gâtés de la République. Le gouvernement, c'est l'équipe de France de Naïsna, dit-il, en référence à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, et c'est signé Jean-Christophe Cambadélis. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa vision ? Je vais le dire autrement. Je veux dire qu'il faut un peu plus de sens collectif. Comme au foot. Oui, il faut jouer collectivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de tirer la couverture à soi pour se mettre en valeur. On est dans une ambition collective, celle de redresser la France, et nous le faisons avec le président de la République. Donc on doit être respectueux de la fonction qu'on a. C'est une occasion pour moi de le dire à tous les ministres, jouer collectif. Jusqu'à la prochaine fois. Oui, mais vous savez, il y a dans ce gouvernement des personnalités, elles ont le droit aussi de s'exprimer, mais elles n'ont pas le droit de rompre l'engagement collectif. Mais si on suit Jean-Christophe Cambadélis, François Hollande, ce serait Raymond Domenech alors? Non, je ne pense pas. Je voudrais pas mettre en cause Raymond Domenech. On va parler de l'autorité du chef de l'État. Certains lui reprochent à nouveau aujourd'hui de ne pas assumer certaines de ses décisions, sa vie politique et surtout son autorité. Ces critiques ont ressurgi avec le bras de fer, évidemment, entre Cécile Duflot et Manuel Valls. On va en parler dans un instant. Est-ce que ce procès est totalement infondé? Il est infondé. Le président de la République est quelqu'un qui a de l'autorité, qui sait décider quand il faut décider. On l'a vu à l'occasion des crises internationales. À l'international. Parce que mais sur le terrain intérieur. À l'international, il est le seul à décider. C'est simple, c'est son pouvoir, il est le chef des armées, il décide. Donc cet homme sait décider. Et à l'intérieur d'une société qui a été, je vais vous faire l'analyse de François Hollande, qui a été profondément traumatisée par 5 ans de sarkozysme, où on a opposé les uns aux autres, son souci est de rassembler les Français. Pour les rassembler, il a une politique, une méthode qui est différente de celle de Nicolas Sarkozy. Et donc, il n'est pas pour trancher dans le vif tous les jours, tous les matins, tous les sujets. C'est mal perçu par l'opinion, vous avez vu les sondages. Oui, je vois, mais il ne s'attendait pas à être populaire. S'il est impopulaire aujourd'hui, et il l'est, je ne le nie pas, bien évidemment, s'il est impopulaire, c'est à cause de la situation économique. Et donc, sa cote se redressera avec la baisse du chômage, en espérant qu'il n'y ait pas de trafic de SFR sur les chiffres du chômage, on pourra en parler. Sa cote se redressera avec cela, sa cote se redressera avec la France qui se redressera. Vous nous livrez l'analyse de François Hollande, et vous nous dites qu'il est tranquille et inoxydable.
Oui, serein, inoxydable, mais bien évidemment sensible à l'impatience des Français qui est là, oui bien sûr. Parce que c'est difficile de dire aux Français, je vous demande encore de faire des efforts, faites des efforts supplémentaires, mais ça va prendre du temps, ça prend du temps, c'est vrai. Alors le summum dans le manque d'esprit collectif, comme vous dites, François Rebsamen a été atteint évidemment par Manuel Valls et Cécile Duflot sur les Roms, un débat que le Premier ministre tranche à sa manière en disant que l'intégration est possible si les lois sont respectées. Avant d'accueillir Karine Perret de l'agence France Presse, Jérôme Rabier nous présente l'offensive tous azimuts du ministre de l'Intérieur, douce d'ailleurs à beaucoup d'élus locaux en prévision des municipales, comme à une majorité de Français d'ailleurs, les sondages le montrent là. Il est le ministre préféré des Français et pourtant il déclenche la polémique jusque dans sa propre majorité. Moins de 6 mois avant les élections municipales, Manuel Valls est déjà pourtant très sollicité par les candidats socialistes à ces élections. Cette politique, juste et efficace, si elle est si bien perçue par l'ensemble des maires de l'ensemble des territoires de France, c'est parce qu'elle correspond à une réalité. Ces élus locaux ont d'ailleurs publié une tribune ce week-end pour soutenir son action, car dans leur municipalité, ils peuvent parfois se retrouver confrontés à des campements illicites et à l'exaspération de leurs administrés. Manuel Valls répond aujourd'hui à la demande des élus comme moi. Quant au bout des procédures judiciaires, il y a l'exécution des décisions de justice à mettre en œuvre, donc avec la force publique. Donc il fait tout simplement, il assume ses responsabilités de ministre de l'Intérieur. Mais ce discours qui se veut ferme heurte également de nombreuses voix dans la majorité qui préféreraient que d'autres thèmes soient mis en avant dans la campagne qui commence. Combien il y a de maires qui ont des campements de Roms? Par contre, combien il y a de maires qui ont des problèmes de chômage dans leur territoire? Bien sûr, quand un maire a des problèmes de campement, il faut traiter le problème. Mais il faut mettre en œuvre la circulaire. Pas besoin d'aller claironner partout dans la France entière pour 20 000 personnes. Donc, bien sûr que les élus ont besoin d'être entendus, mais pas seulement avant les municipales. À l'heure où les partis politiques cherchent la réponse au Front National, la droite soutient les propos de Manuel Valls tout en critiquant son action. Bien consciente qu'il représente une gauche qui ne veut plus laisser le thème de la sécurité à la droite. Nous disons la même chose que lui, sauf que nous réaliserions des choses concrètement et que lui, pour le moment, ne peut pas les réaliser. Il n'y a pas de raison qui nous gêne. À droite, on est tenté de dire « chiche, fais-le ». Refusant de le rappeler à l'ordre comme Cécile Duflot le lui demandait, François Hollande confirme qu'il compte sur son ministre de l'Intérieur pour monter au front sur ce sujet, qui ne risque pas de retomber avant les prochaines échéances électorales. Voilà, Karine Perret de l'agence France Presse est avec nous. Karine, bonsoir. Bonsoir. Vos questions à François Rebsamen. Alors dimanche, il y a eu un texte de soutien de 16 élus, un soutien à Manuel Valls qui considère que son action contre les campements illicites de Roms est tout à fait fondée. Ce texte, vous le signez? J'ai pas vu votre signature. Moi, je le signe, ce texte, j'ai pas de problème. Bien sûr que l'action de Manuel Valls est tout à fait fondée quand il démantèle des campements de Roms qui sont en situation d'illégalité, qui occupent indûment des terrains privés. Bien sûr, il applique la loi républicaine et il a raison. Est-ce que vous pensez que Manuel Valls a mis en cause justement le pacte républicain, comme l'a dit sa collègue du gouvernement, Cécile Duflot? Je pense que pour la situation des Roms dans notre pays, la ligne juste, la bonne ligne, c'est celle de la circulaire du mois d'août 2012. C'est-à-dire, il faut la fermeté la plus républicaine à l'égard de ceux qui, aujourd'hui, sont dans l'illégalité. Et donc, il faut démanteler les campements de Roms. Voilà. Et quitte à renvoyer dans leur pays ceux qui alimentent les réseaux mafieux, parce qu'il y en a autour de ces campements, bien souvent, ceux qui pratiquent, qui ne respectent pas les lois de la République. Mais l'autre côté, je voudrais le dire ici, c'est que pour ceux qui souhaitent s'insérer, il faut les aider à l'insertion. Voilà. Et il y a un postulat qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur. Il considère que, dans leur immense majorité, les Roms ne peuvent pas s'intégrer. Alors là, vous le signez là aussi, comme le texte de soutien? Je ne dirais pas les choses comme ça. Là, vous ne signez pas? Je ne dirais pas les choses comme ça. Je dirais qu'une grande majorité de Roms, c'est vrai, ne veulent pas s'intégrer. Mais je ne dirais pas que tous les Roms ne veulent pas s'intégrer. Et donc ceux qui veulent... Il n'a pas dit tous, il a dit l'immense majorité. Bon, bah, si c'est l'immense majorité, c'est vrai qu'une grande majorité, alors immense ou grande majorité, une grande majorité sont prêts, je le crois, à s'insérer à condition qu'on leur donne les moyens d'insertion. Alors, dans cette histoire, en attendant que François Hollande tranche, aujourd'hui on a entendu Jean-Marc Ayrault qui disait que l'intégration était possible. Donc il y a une contradiction entre le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur. Qui dit vrai?
Non, mais Manuel Valls, il n'est pas chargé de l'insertion des populations immigrées. Il est chargé de faire appliquer la loi républicaine quand il y a égalité de campements roms. Tous les matins, il y a des maires qui l'appellent pour lui demander de démanteler des campements roms. Donc il le fait, dans la mesure des possibilités, quand on en a une décision de justice et qu'il applique la décision de justice. Il y a aux portes de Paris un campement rom où, pour le moment, on ne peut pas obtenir de décision de justice parce que les terrains appartiennent à multipropriété, et donc c'est difficile parce qu'il faut que le propriétaire du terrain demande lui-même l'évacuation. Donc quand il le fait, dans le cadre de la loi républicaine, avec fermeté et humanité, moi je soutiens totalement Manuel Valls. Mais je dis que quand des familles roms souhaitent s'insérer dans notre pays, on doit les aider à l'insertion. Comment ça se mesure, ça, cette volonté d'intégration? Justement, dans votre ville à Dijon, vous avez un village d'insertion depuis quelques mois. Comment ça se passe? Comment vous pouvez Très bien. Ça se passe très bien. Il y avait un gros campement rom. Une minorité a souhaité s'insérer. Ce sont des familles avec enfants. Les enfants sont scolarisés. Et nous accompagnons ces familles qui souhaitent s'insérer dans notre... Et comment ils l'ont exprimé, cette envie? Oui, c'est souvent des familles. Vous savez, on repère assez vite dans les campements roms ceux qui sont ce qu'on appelle à la tête de réseau, qui font mendier les femmes, qui empêchent les enfants d'être scolarisés. Et donc pour ceux-là, excusez-moi de l'expression, pas de pitié à avoir. Ils ne respectent pas la loi républicaine. Mais quand des familles de bonne foi veulent s'insérer, il faut les aider à le faire. Vous dites qu'en fait, les insérer, c'est les sauver de la mainmise des groupes mafieux. Oui, bien sûr, c'est les sortir de la misère, c'est leur donner des conditions de vie décentes, comme on le doit à toute personne, surtout quand il y a des enfants. C'est scolariser les enfants, c'est accompagner par de l'assistanat social ces familles. C'est ce que nous faisons à Dijon. Je ne donne pas Dijon forcément un exemple, ça se passe bien, mais c'est vrai, ce que dit Manuel Valls, pardon, est juste. On a compris. Une grande majorité ne veut pas s'insérer, ça c'est clair. Karine. Les écologistes, ce sont des alliés difficiles. Vous l'avez vu au Sénat, ils ont refusé de voter certains textes. Est-ce que, comme un certain nombre de membres du gouvernement, vous jugez qu'il y en a marre des écologistes? Ils le disent comme ça, hein. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Est-ce qu'ils sont un boulet? Non, ce ne sont pas un boulet, c'est un partenaire. Les écologistes sont des partenaires. Et des partenaires, j'emploierais pas le mot turbulent. C'est des partenaires qui parfois sont agaçants. Ils sont agaçants pour la majorité, mais ils sont agaçants pour eux-mêmes s'ils se regardent bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils ramènent aussi de l'ordre chez eux. Il faut qu'ils arrêtent de tourner. Mais pour le moment, sur les textes essentiels, le soutien au budget, parce que c'est quand même l'acte majeur, les écologistes ont toujours été là. Maintenant, il faut qu'ils remettent aussi un peu d'ordre dans la maison écologie, ça c'est clair. Mais est-ce qu'une ministre peut en appeler comme ça publiquement à l'arbitrage de François Hollande, alors qu'il est ce jour-là à Florange, ça lui gâche complètement sa journée, il essayait de se rabibocher avec les salariés, les syndicats. Est-ce que vous, qui êtes un proche de l'État, vous confirmez qu'il a été très je pense que c'est pas ce qui lui a plu le plus ce jour-là, oui. Il était heureux de montrer sa capacité à aller à nouveau dialoguer avec les salariés à Florange. Et d'ailleurs, il n'a pas donné de réponse à cette interpellation. Bah justement, c'est ce que certains lui reprochent. Il n'y a pas eu de conséquences, finalement. Il était furieux, mais ça n'a pas eu de conséquences sur l'auteur de la phrase. Il ne répond pas sacrilège, ou de l'interpellation sacrilège. Il ne va pas répondre à des injonctions. Il est le président de la République. Il dira ce qu'il a à dire le moment venu. Mais finalement, c'est pathétique parce qu'il n'y a pas de réponse. La seule réponse, c'est finalement Pascal Durand qui va partir de la tête du parti, et puis c'est tout. Le parti écologiste, il se gère à sa manière. Nous, on n'a rien à y voir dans la gestion du... Mais ça me permet de leur demander de mettre un peu d'ordre dans leur propre maison. Vous dites que ce sont des partenaires turbulents. Qu'ont-ils apporté à la majorité présidentielle? Ils apportent une vision de la gauche qui est une vision importante. Maintenant, ils peuvent gâcher assez vite par des prises de position qui sont contradictoires, on va dire, par des prises de position leur capital électoral de sympathie. On a vu ce qui s'est passé avec les Grünen en Allemagne, où ils avaient commencé très haut et ils sont en train de descendre. Donc je les appelle pour eux, d'ailleurs, pour nous, pour la gauche, à retrouver leurs esprits et à être
réunis dans Est-ce que vous approuvez par exemple toutes les initiatives de la ministre du Logement? Vous êtes maire de Dijon, vous suivez très près le dossier de l'immobilier par exemple. Est-ce que vous pensez que sa loi est favorable au logement? Oui, je la soutiens. Oui, vous la soutiendrez? Ah oui, je la soutiens. On apportera des améliorations, bien sûr, mais je soutiens la première loi qu'elle avait présentée. Elle a fait d'ailleurs d'écouter à cet égard les sénateurs sur les suites de la loi, puisqu'il y a eu un problème constitutionnel. Mais il y a aujourd'hui dans la loi Allure, qui est la nouvelle loi sur le logement qu'elle présente, tout un tas de dispositifs qui ont été étudiés, qui vont être étudiés, qui sont étudiés en ce moment par les sénateurs, qui correspondent à ce qu'on attend. On a besoin dans ce pays de construire des logements locatifs à loyer modéré. Elle fait tout pour que ça se passe bien. Elle est donc une bonne ministre du Logement dans sa fonction de ministre du Logement. Est-ce que finalement le malheur de François Hollande dans la gestion du quotidien avec les écologistes, c'est pas cet accord de mandature qui avait été signé en 2011 entre Cécile Duflot et Martine Aubry, qui était alors la numéro 1 du PS? Je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas, vous n'avez pas répondu, mais j'ai perçu comme un accent de sincérité, François Rebsamen, dans votre réponse. Ce que j'ai dit. Voilà. Est-ce que effectivement François Hollande est victime de cet accord électoral que Martine Aubry en son temps avait passé avec les écologistes? Non, parce qu'on peut aussi, à contrario par rapport à ce sourire que j'exprimais, on peut aussi considérer, et je le fais, que l'accord avec les écologistes a permis la victoire, parce qu'il faut d'abord rassembler, c'est toujours, la logique électorale, elle n'a pas changé, il faut d'abord rassembler son camp, ensuite rassembler la gauche, pour les gens de gauche bien évidemment, et donc les écologistes en font partie. Incontestablement, ils ont leur place dans ce gouvernement. Mais à condition de respecter eux aussi une sorte de discipline collective. Qui peut leur imposer le respect de la discipline? Qui ne fait pas son job là? C'est le chef de l'État? C'est le Premier ministre? Non, mais là je parlais pas uniquement du gouvernement, je parlais à l'intérieur de leur parti. Donc voilà, c'est leur responsabilité. C'est pour ça que je les appelle à prendre ces responsabilités-là. Bon. Je reviens à Manuel Valls. À droite, on a Nicolas Sarkozy qui a fait campagne, qui fait encore campagne en disant qu'il est le seul rempart contre le Front National. En vue des élections des prochaines municipales, est-ce que vous pensez que Manuel Valls peut être celui qui sera biboche avec un électorat qui pourrait être tenté par le vote Front National? Son travail de ministre est bien fait. Il est fait de manière professionnelle, dans un cadre républicain. Donc c'est un atout incontestable pour la gauche. Mais moi, je continue... Une garantie pour limiter la casse? Non, pourquoi voulez-vous limiter la casse? J'ai dit tout à l'heure à Michel Grossiour que je considère au contraire que le meilleur moyen pour nous de gagner des municipalités ou de conserver nos municipalités, c'est le travail de nos élus locaux. Et s'ils peuvent s'appuyer sur le travail national fait par Manuel Valls, tant mieux, et c'est ce qui se produira. Mais la victoire, s'il y a victoire au municipal, ou le maintien de nos positions, ce qui serait déjà bien, vu le nombre de municipalités que nous avons, elle ne sera pas due uniquement à Manuel Valls. Il y a une multitude de facteurs, et le premier des facteurs, c'est le travail des élus locaux. C'est la qualité du travail des maires. C'est ça qui va être jugé. C'est ça qu'il faut juger. En même temps, c'est fort bien quand il applique la loi républicaine, mais c'est pas facile pour lui. Hein. Je le dis ici, c'est pas facile pour lui. Les camps de Rome, ils sont pas apparus en 2012 quand nous sommes arrivés. Ils étaient là depuis longtemps. Ils sont bien souvent enquistés sur le territoire, et donc c'est pas facile de les démanteler. Et il faut le faire avec fermeté, comme il le fait, mais aussi avec l'humanité. On dit que le bilan de la sécurité n'est pas bon avec la progression de la délinquance. Je conteste ces chiffres complètement. Je conteste ces chiffres. Je pense que avec les zones de sécurité prioritaires, tout un travail est fait qui permet des réussites. On a vu des saisies d'armes, des saisies importantes de drogue, mais il y a, c'est vrai... On a vu la flambée de la violence à Marseille. Oui, mais vous savez, il y a eu moins... ça, c'est l'aspect médiatique des choses. S'il y avait peut-être un reproche, mais il fait son travail professionnellement à faire à Manuel Valls, c'est qu'à force de venir à chaque fois qu'il y a un meurtre à Marseille, on croit qu'il y a plus de meurtres que l'année d'avant. Or, l'année d'avant, il y avait eu plus de meurtres. Vous me direz, c'est pas mieux qu'il y en ait, même s'il y en ait 11 au lieu de 16. Qu'il s'économise un petit peu dans ses déplacements Paris-Marseille. Ou qu'il rappelle qu'il y en avait encore plus l'année d'avant, ce qui n'est pas quand même une garantie en soi de victoire, parce qu'il y en a toujours de trop, bien sûr. D'accord. Merci, Karine. Perrine Tarnaud de Public Sénat va arriver pour la dernière partie de l'émission, où il sera notamment question du cumul des mandats. Alors, on l'a entendu depuis le début de l'émission, François Rebsamen, vous demandez que l'on serre les rangs derrière le chef de l'État, mais quand même vous distinguez, à votre manière, un dossier dans lequel
On retrouve d'ailleurs l'intraitable Manuel Valls, Faustine Saint-Geniès. Le barreau de déshonneur, la faute du Sénat, des sénateurs qui votent le non-cumul sauf pour eux, c'est peu dire que l'image de l'institution a été ternie après le vote houleux sur le non-cumul des mandats. Les sénateurs se sont donné le droit de cumuler leur mandat avec un mandat exécutif local, contrairement aux députés. Une campagne de dénigrement que ne comprend pas Alain Gournac. Pour lui, l'ancrage local, c'est ce qui fait la spécificité du Sénat. Nous sommes issus du territoire, nous respirons la France tout le temps, nous respirons le terrain et c'est cette respiration qui nous permet aujourd'hui de ne pas être théorique. Des sénateurs partisans du cumul, oui, mais par nécessité, insiste François Zocchetto. Pour lui, si le Sénat perdait son ancrage territorial, il serait amené à disparaître. Il ne servira à rien d'avoir deux chambres qui soient identiques. L'Assemblée nationale, si elle était identique au Sénat, et réciproquement, je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc il faut que le Sénat soit spécifique et qu'il soit le représentant des territoires. Autre grief, leurs indemnités. Les sénateurs s'en défendent. Cumuler les mandats ne veut pas dire cumuler les revenus. Dans le texte adopté au Sénat, ils ont ajouté un amendement spécifique, une innovation par rapport au texte voté à l'Assemblée nationale. En cas de cumul, les sénateurs ne percevront que leur indemnité de parlementaire, une économie selon eux pour l'État. Du point de vue de la morale, comme du point de vue des finances, l'économie n'est pas dans le non-cumul. Et pour montrer encore davantage leur bonne volonté, les sénateurs ont même proposé de limiter les mandats dans le temps, un amendement désapprouvé par le gouvernement et qui a été rejeté. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Perrine, bonsoir. Bonsoir, Vos Michel. questions à François Rebsamen. On l'a vu dans ce sujet, il y a eu une incompréhension totale de la position des sénateurs par l'opinion. Comment vous avez vécu cette période ? Ça n'a pas été une période facile parce que la position que j'ai adoptée est une position de conviction que j'ai exprimée il y a fort longtemps parce que je considère que dans le fonctionnement de nos institutions, le Sénat, qui représente les collectivités territoriales de la République, qui sont élues par des maires, devraient pouvoir, ou vont pouvoir, on verra, devraient pouvoir cumuler un mandat de maire, en l'occurrence, un mandat exécutif local et un seul, et le faire même de manière bénévole. Parce que je pense que l'expertise, ça peut faire sourire, vous savez, si je voulais être dans l'air du temps, je dirais exactement le contraire, parce que c'est pas ça qui m'amène de la popularité, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout qu'on peut être brocardé facilement. Donc moi, c'est un combat de conviction pour le fonctionnement de nos institutions, pour la qualité de la loi, je veux dire pour la qualité de la loi qui est faite. Je pense que quand on est maire, quand on sait comment fonctionne une mairie, quand on voit la réalité de l'application de la loi sur le terrain, et ça on ne le voit pas quand on est conseiller municipal, quand on le voit en tant que maire, eh bien on fait des meilleures lois. Même si on est moins présent parfois au Parlement. Mais je pense que souvent ce sont les élus qui cumulent qui sont le plus présents. Donc, mais le projet de loi ne vous interdit pas le cumul, vous pouvez rester conseiller municipal, donc voir comment se passent les choses sur le terrain, François Rebsamen. Vous savez, j'étais au cabinet de Pierre Josse quand la loi a été adoptée en 1983 qui donne le droit à l'information, c'est le droit à l'information des minorités dans les conseils municipaux. Quand on n'est pas dans l'exécutif d'une collectivité locale, on ne met pas en œuvre concrètement les lois. Et donc ce qui donne cette expertise, c'est le fait de mettre en œuvre concrètement les lois. Quand on ne sait pas comment on fait pour construire un logement, pour lancer des zones d'aménagement concertées, eh bien, on prend des lois qui sont des fois en décalage avec la réalité, elles sont moins efficaces. Et cette expertise, qui peut être complétée bien sûr par la position de l'Assemblée, ou tranchée, cette expertise, elle est importante pour faire des lois qui soient des lois efficaces. Gérard Collomb a proposé la semaine dernière de faire du Sénat un espèce de Bundesrat, une assemblée des élus locaux à l'allemande. Est-ce que vous êtes favorable à cette évolution du Sénat à partir du moment où vous perdez cette spécificité? J'ai pensé à ça, c'est un beau débat qui mériterait, c'est ça que j'ai reproché au fond finalement à cette loi sur le cumul, c'est qu'elle arrive de manière un peu, excusez-moi l'expression, un peu sèche, comme ça, sans avoir eu une réflexion globale. Le président du Sénat, je voudrais le dire, vous avez eu un an de réflexion avant que le texte le président du Sénat, qui est d'ailleurs un ami, et je voudrais lui affirmer ici, Jean-Pierre Bel. Oui, Jean-Pierre Bel, mon soutien le plus total face à des attaques personnelles dont il a été l'objet. Eh bien, le président du Sénat, il a une position sur une conception du bicamérisme. Gérard Collomb et moi j'avais émis aussi cette idée, on a eu une conception d'un bicamérisme différent. C'est un vrai débat qui mérite d'être mené, et d'ailleurs, moi je proposerais après tout ça, peut-être une réflexion sur les institutions que nous devrions avoir. Et quel est le risque pour le Sénat
De disparaître, comme on a pu l'entendre dans le reportage. À partir du moment où il y a une chambre parlementaire que comme va devenir l'Assemblée. le Sénat. Je pense que c'est... On dit que ça pourrait être une chambre d'apparatchik, par exemple. Oui, on dit des choses quand même sans savoir. Ce que je regrette, c'est que la représentation des collectivités territoriales ne sera pas assurée de la même manière par des sénateurs qui ne seront pas en responsabilité d'exécutifs locaux. On enlève, vous l'avez bien fait de le signaler, vous avez bien fait de le signaler, on enlève la partie cumul des indemnités qui fait que beaucoup de la population, beaucoup de personnes pensent que c'est pour cumuler les indemnités, puisque ça sera un mandat bénévole, le mandat exécutif local. Et puis on réfléchit au fonctionnement de nos institutions. Est-ce que ça entraînerait la disparition du Sénat? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Pour autant, il ne faut pas non plus forcer le trait. Mais je pense que son rôle serait amoindri dans la relation. Vous venez de dire votre soutien à Jean-Pierre Bel. Comment vous vivez effectivement en ce moment ce contexte particulier où votre propre majorité fait un peu la figuration au Sénat et que le gouvernement ne tient pas compte un peu de cette majorité de vos textes ici? D'abord, je voudrais dire qu'il y a eu une campagne, ce qu'on appelle couramment, mais tout le monde comprendra, du Sénat bashing. Le Sénat serait une assemblée démodée, etc. Au Sénat, ça, c'était oui, autour de la discussion contexte, sur le cumul. Ouais. Parce que sur le cumul, on a pris cette position. Vous pensez qu'au gouvernement, certains aussi font du Sénat bashing? Non, pas forcément au gouvernement. Je pense qu'on entend beaucoup de choses qui se disent très désagréables sur le Sénat. C'est pour moi l'occasion de rappeler... dans les médias? Dans les médias, sur les réseaux sociaux, après le vote, effectivement. Sur les réseaux sociaux, dans la presse, oui, effectivement, enfin bon, peu importe. Donc moi, je voudrais dire quand même que nous avons voté des lois qui montrent la modernité du Sénat. Nous avons voté la loi, même si ça ne fait pas plaisir de le rappeler, qui donne le droit de vote aux étrangers en situation régulière dans notre pays. Après tout... L'Assemblée peut le faire aussi maintenant, puisque nous l'avons voté. Et puis, nous avons voté le mariage pour tous. On a voté donc des lois qui sont des lois, on pourrait dire comme ça, de modernité. Et puis d'autres importantes sont aussi retoquées. On a vu l'année dernière, pour la loi de finances, ici, il n'est pas passé au Sénat. La majorité, vous savez, je l'explique en même temps, mais vous le savez très bien, la majorité sénatoriale n'est pas la même que la majorité gouvernementale. Le groupe communiste qui nous a donné cette majorité, avec les autres groupes qui nous a donné cette majorité qui a permis l'élection de Jean-Pierre Bel, ne participe pas au gouvernement de la République, au gouvernement de Jean-Marc Ayrault, et donc il vote comme il l'entend, suivant les textes. Et donc il n'y a pas concordance entre la majorité gouvernementale et la majorité... Mais du coup, le gouvernement fait peu de cas de figure du Sénat. Oh non, je pense que, vous savez, si le Sénat était... Je l'ai dit à Jean-Marc Ayrault, si le Sénat était vraiment dans l'opposition, le gouvernement verrait la difficulté. Donc, il serait peut-être plus présent alors. Il verrait la difficulté parce que, mais il est présent le gouvernement beaucoup plus qu'il ne l'était sous François Fillon. Je ne crois pas que François Fillon nous ait fait l'honneur de venir souvent aux questions d'actualité au Sénat. Jean-Marc Ayrault le fait. J'ai envie de vous poser la même question que tout à l'heure à propos des écologistes et Martine Aubry. Est-ce que vous ne vous sentez pas lié par cet engagement de François Hollande sur le non-cumul, parce que c'est une promesse en fait qui a été arrachée au candidat par Martine Aubry à l'époque. Vous avez été première secrétaire. Moi, j'ai dit à François Hollande, que je n'étais pas d'accord avec cette proposition, que c'était ma conviction profonde. Je lui ai dit d'autant plus facilement, je peux permettre, je n'essaie pas de dégager ma responsabilité, je l'ai assumé, mais je lui ai dit d'autant plus facilement que je savais que ce texte ne passerait pas au Sénat, puisqu'il n'y avait pas de majorité pour cela. On va dire un mot du Parti Socialiste et de Harlem Désir. C'est vrai qu'on entend beaucoup les ministres, on entend les parlementaires, mais le Parti Socialiste, lui, est assez muet, absent de la scène politique. Est-ce que vous enjoignez Harlem Désir à se réveiller et à se manifester un peu plus? Il est présent, il prépare les élections municipales, c'est le rôle du parti, il désigne les candidats. Il n'est pas tellement force de proposition, on l'entend pas beaucoup dans les débats. Ils ont une fonction, il le fait de manière plus discrète. Ce qui est vrai, c'est que le Parti Socialiste a été en quelque sorte étêté avec le départ du meilleur d'entre eux au gouvernement. Et donc, il faut qu'ils se remettent en marche. Oui, mais pas Harlem Désir ou pas le Parti Harlem Désir, non, pas Harlem Désir. Il faut que le Parti Socialiste se remette en mouvement. Autour de Harlem Désir, il y a des secrétaires nationaux. Il faut qu'ils assument leurs responsabilités, tous, collectivement. Et c'est pas facile parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de le faire.
Le virage à droite de François Bayrou, est-ce qu'il vous handicape à Dijon, où des élus MoDem font partie de votre majorité? Oui, des élus MoDem font partie de ma majorité. Est-ce qu'ils vont continuer à faire partie de votre majorité pour la prochaine campagne? Moi, ma démarche, elle est simple. Je rassemble la gauche, je rassemble les socialistes, je rassemble la gauche, et sur la base de mon programme viennent ceux qui souhaitent venir. Mais et donc, dans les partis républicains. Et donc, bien évidemment, les élus MoDem centristes de François Bayrou avaient souhaité me rejoindre sur la base de notre programme. Vous avez tendu la main. Oui, j'ai tendu la main. Vous reprochez à François Hollande de ne pas l'avoir fait avec François Bayrou? Non, ce que je pense, c'est qu'on aurait pu effectivement, peut-être à un moment, donner plus de considération à François Bayrou. Je ne sais pas si ça aurait changé. Je ne sais pas si ça aurait changé. Je ne suis pas sûr que c'était le mieux. Pour rentrer au gouvernement? Non, mais enfin, je pense que quand il y a quelqu'un qui a appelé à voter pour vous, je pense qu'il faut le considérer. Voilà. Donc des regrets. C'est François Hollande. Peut-être on aurait pu faire les choses autrement. C'est François Hollande qui est donc responsable de son virage à droite aujourd'hui. Non, c'est pas François Hollande qui est responsable de son virage à droite. Il est assez grand pour s'assumer quand on a des convictions. Voilà. D'ailleurs, il explique que maintenant, c'est justement parce que François Hollande est trop à gauche qu'il est avec Borloo. Je pense que c'est un vrai centriste, François Bayrou. C'est un vrai centriste. Il n'y en a pas beaucoup des vrais de vrais. C'est-à-dire ni gauche ni droite. Bah oui, c'est ce qu'il a pratiqué jusqu'à présent. Mais là, Jean-Louis Borloo lui demande d'être à droite. C'est-à-dire qu'il ne veut plus d'alliance pour les municipales. C'est pour ça que ça va changer les choses. Et on verra ce que font les élus MoDem à Dijon comme ailleurs. Après tout, ils participent à l'exécutif municipal. S'ils veulent continuer, ça dépend d'eux. La semaine dernière, Éric Doligé, sénateur UMP, avait fait part de ses instincts meurtriers à l'égard de François Hollande et de sa bande. C'était des paroles publiques lors des journées parlementaires de l'UMP. Éric Doligé ne s'est pas excusé. Est-ce que vous avez discuté avec lui? Vous lui avez parlé au téléphone? Non, j'ai vu avec un peu de stupéfaction cette déclaration qui peut être tenue pour des propos... j'allais dire presque d'après-banquet, on pourrait dire des choses comme ça, mais je voudrais attirer l'attention du sénateur Doligé sur la portée de ces propos, parce que ça s'adresse bien souvent à l'ensemble de la population quand ils sont repris publiquement. Et il y a des esprits faibles, et ça peut avoir un impact sur des esprits faibles. Et je trouve intolérable ce type de propos. Dans la démocratie apaisée que nous souhaitons, qu'on souhaite au Sénat et ailleurs, eh bien, il faut se respecter. Puis je dirais au sénateur Doligé qu'il va falloir qu'il prenne son mal en patience. Parce qu'on est là pour 5 ans, et donc s'il en est à vouloir avoir des instincts meurtriers au bout d'1 an et demi, qu'est-ce qu'il fera au bout de 4 ans? Donc je l'appelle à revenir à des choses tout à fait raisonnables. Jean-Claude Gaudin peut ranger ses kalachnikovs. Mais non, mais Jean-Claude Gaudin voulait sortir ses kalachnikovs, il a dit que c'était de l'humour. Vous a reproché de ne pas avoir le sens de l'humour. Doligé, c'était plus que borderline. La réaction de Gaudin, je ne l'avais pas vue, mais... Il vous reproche de ne pas avoir le sens de l'humour. Enfin, moi j'ai de l'humour, je le dis à Jean-Claude Gaudin. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. François Rebsamen, merci. Perrine. Merci Michel. Bonsoir à tous et à très vite.